Si je vous dis bactéries radioactives dans votre atmosphère, ça peut faire un peu peur, mais ne paniquez pas car tout de suite Denis Marot de l'IRSN va faire le point, accompagné de son super dessinateur Frédéric Debailleul. Jingle. Oui, effectivement, je vais vous parler de radioactivité, de bactéries, mais aussi de poussière. On a tous entendu parler des poussières. Il y en a beaucoup de différentes concentrations et de différentes tailles. Leur taille peut varier de quelques nanomètres à quelques micromètres, donc de très petites dimensions. On ne les voit pas même dans un rayon de soleil, sauf évidemment pour les plus grandes. Les bactéries déposées sur la végétation peuvent repartir dans l'atmosphère si leur taille est grande par vent faible ou si leur taille est petite par vent fort. Vous me suivez? Je m'explique. Pour les poussières de grande taille, leur prise au vent est suffisamment importante pour qu'il y ait une mise en suspension même aisée. On imagine une aile de voile de kitesurf qui prend au vent d'une faible brise. Pour les poussières de très petite dimension, les propriétés de la matière font que les poussières sont littéralement collées à la surface. Il faut alors des forts vents, des tempêtes pour une remise en suspension. On a tous en tête des épisodes de tempêtes au niveau du désert du Sahara qui remettent en suspension des poussières très fines qui sont véhiculées par les vents d'Afrique du Nord jusqu'en Europe, qui se déposent. Et c'est ce qui donne une couleur légèrement ocre sur nos véhicules. Et les bactéries dans tout ça, ce sont des poussières vivantes, ou plus précisément des microbes, qui sont des organismes vivants dont la taille est beaucoup plus petite que le diamètre d'un cheveu. Le diamètre d'un cheveu, ça mesure entre 50 et 100 micromètres, alors qu'une bactérie, c'est plutôt entre 1 et 2 micromètres. On ne les voit pas, même dans un rayon de soleil. Vous voyez, les bactéries, on les trouve partout sur Terre. Dans l'hydrosphère, c'est-à-dire les océans, les fleuves, dans la lithosphère, les sols, et dans l'atmosphère, l'air. Elles sont présentes depuis les grands fonds océaniques, par exemple près des sources hydrothermales, jusque dans les nuages, en passant par les feuilles de la végétation. Par exemple, il y en a plein sur les arbres d'une forêt. À ce propos, on ne sait toujours pas comment elles arrivent dans les nuages en partant du sol ou de la végétation. En fait, si on commence à le savoir, depuis que l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire a mené des recherches sur la mise en suspension de la radioactivité associée aux bactéries. Vous vous en doutez, pas tout seul, mais en collaboration avec des scientifiques de l'Université Paris-Est Créteil et de l'Institut national de la recherche agronomique. On sait depuis très longtemps que les bactéries concentrent différents polluants, comme les métaux ou la radioactivité. Si l'on met des bactéries dans un milieu pollué, du fait de leur métabolisme, ou plus simplement de leur mode de vie, elles vont littéralement concentrer les polluants. Vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment pas terrible comme mode de vie. Mais au fait, pourquoi je vous raconte tout cela? C'est que suite à l'accident sur la centrale nucléaire de Fukushima, au Japon, au niveau des territoires contaminés, il est observé des augmentations inexpliquée de la radioactivité dans l'air. Ces augmentations de la radioactivité dans l'air ne peuvent pas s'expliquer par la mise en suspension plutôt difficile des poussières, mais pourraient s'expliquer par la mise en suspension plutôt facile des bactéries. Vous devez le savoir, mais les autorités japonaises souhaitent faire revenir les populations au niveau des territoires.
bien sûr, après décontamination. Ils arrivent à décontaminer les routes, les villes, plus difficilement les rizières, mais ils arrivent à les décontaminer. Par contre, il est impossible de décontaminer les forêts fortement présentes dans la zone. De plus, ces forêts seraient fortement mises en cause dans la remise en suspension de la radioactivité. Afin d'informer les populations et de prendre des précautions si nécessaire, les scientifiques japonais souhaiteraient réaliser un modèle de prévision des augmentations de la radioactivité dans l'air. Vous voyez un petit peu à l'image des prévisions qui sont réalisées pour les épisodes de pollution aux particules fines dans les villes, comme à Paris. Bien évidemment, un long chemin reste à parcourir avec des travaux de recherche au Japon. Vous voyez, si j'avais été une bactérie, je pourrais y aller avec mes collègues scientifiques transportés par les vents. Je vous remercie. Denis Marot, merci beaucoup. Vous pouvez nous rejoindre au Forum des Sciences. On va continuer de parler de cette histoire de bactéries qui s'envolent. Et Juliette Goussopoulos de l'INRA, vous êtes restée. Denis Marot, bonjour. Vous êtes chef du laboratoire IRSN de radioécologie, c'est ça? Et c'est à Cherbourg? C'est exactement ça. Bon, alors on est tout bon. Je voulais juste vous poser une question. Est-ce qu'on a découvert le fait que les bactéries pouvaient s'envoler comme ça en cherchant à comprendre cette histoire de pollution radioactive ou c'est décorrélé? On savait déjà que les bactéries pouvaient s'envoler en cas de vent. On sait que les bactéries, on les trouve dans les nuages, on les trouve dans l'air. Par contre, ce qui était moins établi au niveau de la recherche en général, c'est comment elles passent du milieu naturel, de la végétation, des feuilles, du sol, à l'atmosphère. Donc, les travaux que nous avons menés en collaboration, entre autres, avec l'INRA de Bordeaux, ont permis de montrer que les bactéries sur les feuilles des végétaux formaient des agrégats de plus en plus gros qui permettaient une remise en suspension. Mais donc, ça veut dire que ça ne concerne pas forcément la radioactivité ou la protection contre ce problème. On peut imaginer que des bactéries autres qui peuvent contaminer des arbres sur lesquels on ferait pousser des fruits ou des légumes pourraient voyager. Ça s'applique à un champ beaucoup plus large que vous êtes en train de découvrir. Alors, effectivement, vous avez raison de le souligner. Le champ pourrait aller, je dirais, effectivement, de s'adapter pour d'autres polluants. On a parlé des métaux lourds, mais aussi, pourquoi pas, sur le climat. Parce que ce n'est pas mon domaine de compétence, oui, bien sûr. Mais les climatologues se posent des questions sur la formation des nuages à partir de bactéries. Pour qu'il y ait une formation de nuages, il faut qu'il y ait un noyau, dit noyau de condensation, donc une particule, un aérosol. Et il semblerait que pour former des nuages, c'est beaucoup plus facile avec des organismes vivants, comme les bactéries, par rapport à une substance inerte qui est un aérosol. Juliette Goussopoulos, je suis sûr que ça vous intéresse de savoir si un pathogène qui attaque les aubergines pourrait arriver par le ciel pour contaminer vos serres à Avignon. Tout à fait, oui. D'ailleurs, elles sont protégées comment parce que j'imagine qu'il faut protéger ces légumes de ce qui pourrait arriver, les insectes ou même les bactéries. Oui, on a des tunnels en fait, en filet qui empêchent les insectes de passer. Voilà, mais qui n'empêche pas les bactéries. Ah, donc là, ça devient intéressant. Denis Marot, on va retourner à Fukushima, pas à Fukushima, parce que le chou, c'est un légume. vous y travaillez et vous allez y retourner pour y travailler. Est-ce qu'on sait encore pendant combien de temps, maintenant qu'on découvre ce phénomène de réexposition, les zones qui sont pas trop loin de la centrale vont rester inaccessibles? Est-ce qu'on va réévaluer ce temps? Alors, en permanence... les équipes au Japon réévaluent le temps. Ils essayent de décontaminer ce qui est décontaminable. Oui. Mais effectivement, des territoires comme des forêts ou des endroits où il y a quelques arbustes, mais pas des forêts, ça, ce n'est pas décontaminable. La radioactivité est stockée soit dans les végétations, soit dans les sols en surface. Oui. Donc, ce qui était normalement prévu, je dirais, par la physique, c'est qu'il n'y ait pas de remise en suspension de radioactivité
en dehors des épisodes de tempête, en fait. Et là, on se rend compte que c'est plus courant que ça. Exactement. On se rend compte qu'en fait, que les bactéries, en se multipliant par division cellulaire et en formant des agrégats, en fait, eh bien, grossissent pour pouvoir prendre au vent et être mis en suspension, en fait. Alors, dans le public, Jean, je crois que tu as quelqu'un qui veut nous poser une question. Alors, je te donne la parole. Est-ce que tu es toujours avec cette personne? Exactement, Axel, c'est un sujet qui fait réagir. Et alors, on va tout de suite te poser la question. Donc, qu'est-ce que vous vous demandiez sur ce sujet-là? Alors, j'avais une question sur les populations de bactéries à l'échelle mondiale. Est-ce qu'elles souffrent du changement climatique comme nous et est-ce qu'elles sont affectées par la pollution? Alors, c'est large comme question, Denis Marot. Est-ce que vous pouvez y répondre? Non, je ne peux pas répondre à cette question-là. Ça dépasse mon champ de compétences. Hein. Vous pouvez vous en douter. Est-ce qu'une autre question peut-être? D'accord. Alors, on va essayer de... Attends, je vais... Moi, j'avais une question, Denis Marot. Les bactéries dont on parle, est-ce qu'elles-mêmes, elles sont affectées par cette radioactivité qu'elles transportent? Je veux dire, si c'est dangereux pour l'homme, c'est peut-être dangereux pour le vivant aussi bactérien? Ça, pourquoi pas, mais ça, moi, je ne le sais pas. On ne le sait pas. Je dirais qu'il y a un champ de recherche à ce niveau, en fait. Hein. Vraiment, il y a déjà beaucoup de travaux sur l'absorption des métaux, des radioniques sur les bactéries, mais le fait que la pollution agisse sur le métabolisme des bactéries, ça, je ne sais pas, peut-être à l'INRA à Avignon, ils travaillent peut-être dessus, je ne sais pas. Non. Est-ce qu'on peut donner un ordre de distance, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de que peut parcourir cette bactérie ou ces bactéries quand le vent est fort et qu'elles repartent dans l'atmosphère? Bah, les distances peuvent être considérables, mais en fait, c'est-à-dire qu'on peut trouver des bactéries à distance, quelques dizaines, centaines, voire plus, à partir d'un point d'émission. Mais ce qui se passe, c'est comme tout ce qui est gazeux ou particulaire, ça va se diluer. Ça va se diluer dans la masse d'air. Donc il est peu probable qu'on trouve une bactérie qui contient de la radioactivité artificielle à 100 ou 200 km. C'est vraiment des phénomènes plutôt locaux. Ouais. Parce qu'il y a de la dispersion. Ça, on le sait. Mais racontez-nous un peu comment vous avez fait pour travailler précisément sur place et pour découvrir le phénomène. Qu'est-ce que vous avez mesuré? Vous avez traqué les bactéries ou vous avez fait autrement? Alors, avec des collègues de l'INRA de Bordeaux, on a travaillé sur le dépôt des particules atmosphériques, des poussières, enfin, appelons poussières, hein, d'accord, qui se déposent, avec des systèmes de mesure qu'on avait développés spécifiquement avec l'INRA. Et en fait, de temps en temps, on voyait des épisodes de remise en suspension. Et le fait de travailler sur ces épisodes de remise en suspension, on s'est posé la question. Parce qu'on voyait de la remise en suspension par vent faible, ce qui est impossible pour des particules ultra fines. Par vent faible, il faut que ce soit plutôt des grosses particules. Et en fait, on ne mesurait pas en même temps des grosses particules. Donc on a travaillé sur les poussières, on ne voyait rien. Par contre, on a travaillé un peu en se diversifiant, en ayant des idées, en collaborant. On a travaillé sur les bactéries dans un premier temps. Et là, on a vu qu'il y avait vraiment une remise en suspension de ces micro-organismes par vent faible. Voilà. Alors, dans la bactérie... C'est un hasard. Oui, c'est parce que vous avez cherché dans les poussières, vous vous êtes dit, c'est pas là, mais ça doit bouger Voilà, quand même. Exactement. Dans la bactérie, la radioactivité, elle est sous quelle forme? Alors, dans la bactérie, soit la radioactivité, elle est en surface, hein, Ouais. ou soit quand elle peut être utilisée comme métaux pour rentrer, je dirais, dans le métabolisme de la bactérie. Elle peut rentrer dedans et être dissoute, en fait. Dissoute, mais elle existe toujours, évidemment. Et comment on fait pour savoir à partir de combien de bactéries ça devient dangereux pour quelqu'un qui n'est pas très loin ou qui passerait du temps? Alors, c'est l'idée des Japonais. C'est déjà ce qu'ils font. Ils font des mesures de concentration de la radioactivité en l'air. Donc, comment ça se passe? On utilise un gros aspirateur qui va piéger sur des filtres, hein, comme à l'intérieur d'un aspirateur. Et après, c'est mesuré. Et en fonction des niveaux, c'est comparé aux normes. Mais l'idée derrière, c'est de mieux appréhender cette remise en suspension, je dirais, pour informer. Hein, et puis, voilà, si les gens sont trop près, il y a peut-être des précautions particulières, mettre des masques, etc., ou pas sortir, comme ça se fait pour les épisodes de pollution aux particules fines dans les villes, en fait. On a une autre question dans le public, je crois. Jean, est-ce que cette question-là, peut-être, on va pouvoir y répondre?
Alors, effectivement, on a une question, mais avant, on voudrait reposer un petit peu les bases pour permettre à tout le monde de comprendre. Et alors, je vais me tourner vers toi. Comment tu t'appelles? Chad, Sad. Et alors, c'est quoi ta question? d'où viennent les bactéries? Voilà. Bon, alors on va essayer de répondre quand même. parce D'où que- viennent les bactéries? Oui, mais je pense qu'il faut repartir au Ouais. tout début de l'histoire du vivant. Alors, sur du vivant, effectivement, c'est les premiers organismes qui sont apparus sur Terre. Hein. Voilà. Et on est tous issus des bactéries, en fait. Hein. On est des bactéries. Voilà. Bon, il y a eu beaucoup de temps, beaucoup d'évolution derrière. Hein. Donc voilà. Donc c'est vraiment à l'origine du vivant. Alors maintenant, si on arrive maintenant, bah, les bactéries, on en trouve partout. Hein. Il y en a plein partout, sur les surfaces, sur les végétaux. Hein, voilà. Alors il y en a qui sont bonnes et d'autres moins bonnes. Voilà. Et quand on regarde avec un microscope, eh bien, on pourrait les voir C'est souvent, bouger, se développer. c'est souvent les questions les plus simples sont les plus dures. Exactement. Juliette, je pense qu'il faut essayer d'où viennent les bactéries. C'est un bon exercice pour Ouais, un ouais, scientifique ouais, de ouais. répondre à cette question. À moi? Oui. Ah, je sais pas. On a un spécialiste ici. Spécialiste de la radioprotection, donc Oui. je pense que tout le Différent. monde peut se lancer. Absolument. Bon, alors ces bactéries, vous allez continuer de les traquer autour de Fukushima ou c'est Alors, Oui, l'idée c'est que l'Institut travaille sur cette problématique, hein, donc dans son domaine de compétences. Donc les collègues japonais de l'université d'Ibaraki ont plein de compétences en microbiologie. Nous, on est plutôt des physico-chimistes. Hein, mais l'idée, c'est de marier les deux, c'est de co-construire un projet qui va servir à tout un chacun, en fait. Hein. Parce que l'idée, c'est la protection, si besoin, des populations et l'information de tout un chacun. Voilà. Mais je suis étonné que les services et les organismes de recherche en santé ne se soient pas intéressés à vos travaux, parce que si on imagine que des bactéries, pour des raisons de sécurité nucléaire, on va dire, on les observe, on peut très bien imaginer que des pathogènes peuvent voyager comme ça, on peut imaginer que même d'autres types de pollution puissent voyager comme ça. Oui, on ne peut pas l'écarter, effectivement. Mais c'est un domaine assez nouveau. Hein. Ouais. C'est ce que j'appelle un domaine aux interfaces. Pour moi, une interface, c'est entre deux compartiments comme l'atmosphère ou les sols et les végétaux, ou la mer, par exemple. Hein. Oui. Beaucoup de scientifiques travaillent dans un compartiment, que ce soit l'air ou les sols, et puis entre les deux, bah, ça se parle un peu moins, hein, et c'est des domaines de recherche en devenir. C'est les interfaces. Mais c'est quelque chose qui, je suis certain, va faire venir des chercheurs pour dialoguer avec vous. En tout cas, je ne sais pas, peut-être de l'Institut Pasteur ou de l'INSERM, parce qu'on a quand même envie de savoir ce qui se passe avec ces bactéries, Denis Marot. Bah, pourquoi pas. Bon, Oui. en tout cas, voilà une découverte qu'on fait quand on a un accident, on le dit, et on a Fukushima. absolument, oui. Et derrière, on découvre encore de nouveaux mécanismes qui concernent des organismes tout petits et qui voyagent très très loin. Merci beaucoup, Denis Marot, pour ces précisions.